Salut à tous, un petit épisode numéro 16 pour Movistar ce week-end. Voilà, c'est ce que je vous propose. On va parler de recrutement après avoir joué la Classica San Sebastian. Et après, on ira un peu joyeusement vers la Vuelta, dont je vous proposerai les 8 premières étapes. Et on terminera l'épisode avec la Cycla Six de Hambourg avec mon équipe de Classic Man là-bas, qui est différente de celle alignée sur la Vuelta, logique. Au niveau des objectifs, on est toujours sur un seul raté, qui est du côté du Pays Basque, où on n'avait pas réussi à avoir ce top 3. Il va falloir essayer de se venger sur la Vuelta, je l'espère. Et puis sinon, les objectifs étaient pas mal remplis. On a eu la Marco Pantani, voilà, le doublé Giro Tour de France pour Higuita. Donc ça laisse peut-être des idées pour la suite. On verra un peu comment la Vuelta tourne. Puis quand même, un petit constat, c'est que même si on est content de gagner, il y a quand même parfois la façon qui est en question. Et sur le Giro, on se souvient d'une attitude un peu passive de l'IA à un moment donné qui était relativement clé. Et ensuite, sur le Tour de France, on avait eu aussi à un moment donné une erreur tactique d'Ineos qui permet comme ça de s'imposer, avec notamment Bernal qui avait attaqué de trop loin. Donc c'est sympa, mais il y a quand même un petit arrière-goût en bouche. La victoire n'a pas été acquise, je dirais, de manière indiscutable. Voilà, hein, c'était un peu sur des bugs. Après, Guita avait déjà tapé Bernal une seule fois, hein, avant le Tour de France, hein, puisqu'il l'avait pris sur le championnat national de Colombie. Bon, voilà. Sur les épreuves World Tour, honnêtement, par étape, on s'en sort. On n'a pas tout gagné, tant mieux, mais on s'en sort pas mal. Sur les grands tours, on l'a vu, ça va. Les objectifs qui restent là sont assez excitants, hein. Classica San Sebastian, Vuelta, Tour de Lombardie. On est globalement sur une saison qui est assez sympa. On devrait arriver normalement à remonter en World Tour. Garcia Cortina fait un boulot assez monstrueux. On l'enverra notamment autour du Benelux, sur les classiques, notamment il y aura eu Plouay, il y aura eu Hambourg, il y aura également après les deux québécoises pour achever cette petite période. Et puis après il ira du côté de Paris-Tours, où j'aimerais peut-être terminer en beauté là-bas. On verra si c'est réalisable. Et puis sinon, il y aura une autre équipe en parallèle, je vous l'ai montré juste avant, qui ira sur la Vuelta. Ça, on sera amené à en reparler. Mais ce sera une Vuelta 2014, me semble-t-il. Et j'essaye de récupérer un pic en fait. Je surcharge un peu avec ce tour du Portugal là, qui fait 11 jours et qui permet de gagner beaucoup de points de préparation pour essayer de retrouver un bon pic, notamment pour Higuita. On verra que les pics de forme ne sont pas au rendez-vous au début de la Vuelta, mais on en reparlera un petit peu plus tard. C'était voulu, hein. On ne peut pas tout avoir non plus dans une saison comme celle-ci. Alors, Classica San Sebastian, avant de parler de recrutement. On respecte le calendrier. Elle a lieu comme ça une semaine après le Tour de France. Et donc, même si on n'en a pas eu cette année pour de vrai, une Classica, mais ça reste quand même une course qui est déjà très agréable à suivre, avec un final qui est quand même assez excitant, faut quand même le dire, assez excitant. J'avais, vous voyez, ce jour-là, quelques formes pas pourries, notamment le petit +3 pour Almeida, et donc peut-être la possibilité de jouer un petit coup par-ci, par-là, on ne sait jamais. Donc, a priori, je pense que le mieux armé reste tout de même Higuita sur ce type de course, parce que Mas n'est pas assez puncher pour pouvoir aller prendre ces courses-là. Après, c'est une affaire d'opportunité. Si jamais je vois qu'il y a une fenêtre qui s'ouvre, je la prendrai. Vous avez vu, à un moment donné, décidé de légèrement contre-attaquer avec Almeida pour le placer dans l'échappée. Il faut profiter encore qu'Almeida, dans cette carrière, n'a pas une... Voilà, c'est ici qu'il rejoint les échappés. Il n'a pas encore une notoriété qui fait de lui quelqu'un qui est systématiquement pris en chasse par les pelotons. C'est intéressant parce que si à un moment donné, il en claque une grosse, après il sera surveillé, il ne pourra plus jamais sortir dans ce contexte-là. Donc j'en profite. Un
petit peu, vous savez, comme Remco Evenepoel avait fait, mais c'était bien plus tard, hein, il était sorti avec Skuins sur la fin de la Classica San Sebastian l'année dernière, et finalement personne ne l'avait revu. C'était assez spécial. Bon là, je vous rassure, on va pas faire une Remco cette fois-ci avec Almeida, mais je vais quand même m'accrocher, voir un petit peu de quelle manière est-ce que on pourrait, je dirais, persister dans cette échappée. Et on va avoir la surprise de constater que Pogacar, très fort, hein, Pogacar dans cette carrière, il est magnifique. Il y a notamment ce 84 en montagne qui est du feu de Dieu. Et en fait, ouais, le fait que Pogacar ait roulé pour reprendre Almeida, le coup n'est pas parti à deux. Ça a juste fait en sorte que derrière, certaines équipes s'entendent pour rejoindre Almeida et Pogacar. Et du coup, il y a une mini cassure, mais en fait, si on s'énerve pas trop, cette mini cassure subie par Higuita, on arrivera, voilà, ici c'est fait, la bouchée, donc voilà. Higuita consommait un petit peu de barre, mais il y a moyen encore d'en récupérer d'ici à la dernière difficulté. Voilà, on va se placer avec Mas, avec Valverde, avec Almeida, et on va essayer d'aborder ça du mieux possible. Donc, c'est parti. Alors, pourquoi est-ce que je roule pour Higuita? Je rappelle brièvement l'historique de la partie, c'est que j'avais pris Higuita à la base un petit peu parce que je l'ai observé, parce que je trouve que dans la réalité, ce coureur dispose d'un certain punch. Et pour moi, c'était un peu le coureur de tour que j'utilise plutôt en puncher sur cette carrière Movistar. Après, c'est sûr qu'on a vu ce qu'il en était advenu, mais ça reste quand même en option numéro 1. Après, je vais vous montrer qui j'ai recruté pour l'année qui suit pour être le vrai puncher de l'équipe. Hein, on pourra remettre un peu les choses en place. Après, il faut aussi revoir que l'année d'avant, j'avais pas pu recruter tout ce que je voulais. Il y avait des histoires de limitation d'argent, de coureurs intéressés, etc., etc. Allez, on est dans le final. On a Almeida qui roule ses dernières énergies au bénéfice de Higuita. Et en fait, ici, voilà, regardez, ça va partir à 3. Et je me suis un peu fait piéger. Ouais, je me suis un peu beaucoup fait piéger sur ce départ, sur la toute fin. Et le sprint un petit peu tardif n'y changera rien. C'est Kwiatkowski qui va comme ça s'imposer avec Romain Bardet dans la roue. Higuita va devoir se contenter ici, derrière Julien Alaphilippe et Mathieu Van Der Poel, d'une 5e place. Bon, après, le top 10 est joli. Hein. Quand on voit qui est là, même le top 15, hein, on se dit que le plateau était assez relevé. Après, c'est pas humiliant. Le top 5 nous était demandé. On est 5e, donc finalement, on n'a pas non plus raté un objectif là-dessus. Je pense qu'il aurait fallu peut-être jouer le coup de manière un petit peu plus maligne, type prendre la roue de Kwiatkowski, etc. Bon, à voir. Toujours est-il que quelques jours plus tard, c'est le renouvellement du sponsor. Voilà. On va évidemment rien changer. On continue avec Movistar. Et qu'est-ce qu'on va faire également? Le lendemain, démarrer notre marché. Le marché des transferts pour Movistar, c'est tout de suite. Alors, ce qu'on peut observer déjà, c'est quelles sont les forces en présence. On voit qu'on est déjà super bien. On a déjà des leaders dans certaines catégories. Par contre, voilà, il y aurait éventuellement Oliveira à renouveler et un puncher à recruter. Je commence déjà par le renouvellement de Nelson Oliveira, puisque je l'aime beaucoup, je l'apprécie vraiment. Et ce qui va se passer, en fait, c'est que il y a une histoire de rôle qui va se présenter. C'est-à-dire qu'en fait, Oliveira, ça bloque à cause du rôle. Il veut plus que coureur important, mais je ne peux pas lui donner plus que ça. Il n'est pas un leader dans cette équipe. Ce serait complètement abusé de lui promettre un statut de leader juste pour le renouveler. Donc, ça prend une mauvaise tournure, en fait, ce renouvellement d'Oliveira. Ça va me demander de changer un petit peu d'option. On voit que Mas est un leader. Soler est quand même un leader, hein, même si on l'a peut-être pas encore vu beaucoup dans ce rôle-là, mais si, il y a eu quand même quelques victoires. Higuita est un leader dans cette équipe. Garcia Cortina
en est un également. Et puis après, j'ai des super lieutenants type Almeida qui a progressé, vous avez vu, peut-être déjà avant. Prieto, à qui il faudra laisser de la place à un moment donné pour être leader à droite à gauche. Donc il va falloir répartir un petit peu les rôles de leader par la suite. Et puis après, c'est sûr que tout ce qui est classique, et notamment pavé, c'est toute une équipe qui pousse derrière Cortina, avec notamment Sylvain Dillier. Vous avez vu que Dillier a signé IRL cette semaine dans une nouvelle équipe. Nowen qui progresse, qui est une vraie force pour éventuellement soutenir sur Paris-Roubaix. On a Bissegger qui est le deuxième sprinter de renom sur lequel je place beaucoup d'espoir de cette équipe. Et donc, c'est vrai que quand j'avais fait mes dossiers, je vous avais dit pour m'amuser, j'avais contacté Pogacar, mais surtout celui que je voulais, c'était Marc Hirschi. Marc Hirschi me plaît bien. Il n'est pas du tout noté comme on le retrouverait aujourd'hui dans la WorldDB, parce que ces notes-là, à ce stade-là, sont très modestes. Après, c'est pas ça qui va me faire reculer. Je le prends quand même, parce que je suis persuadé qu'il y a encore quelques progrès à accomplir. Il sera le leader sur les Ardennaises, et peut-être plus si affinité. Après, il y a quelqu'un d'autre, je vous avais montré qu'avec Oliveira, ça s'est mal passé. Il y a Carlos Verona que j'aimerais prolonger parce que ça peut être un vrai soutien en montagne également. Donc il va être prolongé, même si, vous voyez, une négociation pas évidente. Ça, c'est un aspect du jeu qui est, moi je trouve très intéressant. C'est que quand on n'est pas en World Tour, il est parfois délicat de négocier avec les coureurs. Et tant mieux, parce que vous savez que j'avais eu ce petit concours de circonstances malchanceux que de tomber en Conti Pro avec cette équipe l'année d'avant. Donc j'espère que là, on va remonter. Normalement, on est dans les clous pour remonter, mais je ne veux pas non plus promettre, mais j'ai l'impression que. Et donc, voilà, on a quelques cibles, du coup, qui sont des jeunes, en fait. Moi, je me suis axé sur des jeunes. J'ai déjà mon Verona qui est prolongé, Marc Hirschi qui signe, et donc je vais aller maintenant sur des jeunes parce qu'il faut renouveler un petit peu. Et puis après, au niveau du renouvellement, je cible quelques nationalités. Évidemment l'Espagne, évidemment la Colombie, je dis évidemment aussi pour le Portugal, puisque nous avons la troisième nationalité du sponsor, c'est le Portugal, donc il faut que j'ai quand même quelques coureurs portugais. Puis après, moi, j'avais pris la liberté d'aller un peu sur des Suisses. Et j'ai aussi un ou deux Belges. Donc on peut penser à alimenter aussi dans cette direction-là. On pourrait aussi citer Jorgensen, qui est là. On va pas le virer. Donc ça nous fait un petit Américain esselé. Et puis voilà, on a comme ça 7-8 nationalités, mais pas davantage. Donc c'est comme ça que le jeune Thierry Kunzi va être contacté. Donc, a priori, ces notes, elles sont plutôt intéressantes. Il est assez prometteur. Et déjà, le fait qu'il veuille de l'argent me plaît, parce que s'il veut un salaire très correct, c'est qu'il doit être plutôt bon et qu'il pourrait avoir du potentiel. Donc, toujours, je me réjouis quand un régène demande pas mal d'argent, ça veut dire que ça sent plutôt bon. Après, je me suis repéré, voilà, ce petit portugais, Luis Crespo. Donc là, c'est plus dans la catégorie équipier. Alors que sur Kunzi, on ne sait pas quel peut être son plafond. Luis Crespo, équipier, sur lequel, voilà, on va mettre un petit peu d'argent, pas trop, et qui va comme ça nous assurer un peu d'équipier portugais. Voilà, ça m'intéressait. Après, il y a ce jeune puncher qui est assez intéressant, Drago, il s'appelle Drago, et honnêtement, il est colombien. J'ai trouvé ses notes assez séduisantes, et je me dis, pourquoi pas élire ce type-là. Il y avait beaucoup de choix, il y avait beaucoup de Suisses, il y avait quelques Colombiens, il y avait quelques Portugais, il y avait un certain nombre d'Espagnols disponibles, il y a toujours des Belges aussi, et du coup mon choix sur le Belge s'est porté sur un jeune très très faible pour le moment, mais qui peut là aussi
peut-être progresser, être un équipier tout à fait potable. De toute façon, il n'y a pas besoin d'avoir que des leaders, hein. Je cherche pas à avoir que des mecs très forts dans cette équipe, puisque mes leaders, précisément, je les ai déjà. Donc ça sert à rien d'aller recruter des types qui vont semer la confusion après au niveau des rôles pour, pour distribuer tout cela. Encore un petit portugais peut-être. Voilà. C'est pas évident parce que des fois, quand on est en Conti Pro, ça faisait peut-être passer. Je ne l'ai pas évoqué, je vais revenir après quand on va être sur l'écran de bilan là. Mais il y a un petit espagnol qui me plaisait bien et pour lequel j'ai dû bloquer les négociations parce qu'en fait il s'avère que il est trop gourmand sur le rôle. Voilà, on va y aller là. C'est ça dans le récap. On a ce petit espagnol là qui honnêtement m'aurait bien plu. Donc je vais aller signer, c'est Overejo qui ne semble pas avoir aimé ma proposition. C'est comme Oliveira en fait, hein. Donc échec à venir pour 2 négociations. C'est vrai qu'il a l'air fort, hein, mais c'est le rôle en fait qui le fait bloquer. Moi, je ne veux pas lui donner beaucoup plus d'argent et le rôle ne me convient. Je ne veux pas monter au-dessus de ce rôle-là, donc voilà, bah, c'est foutu. C'est pas bien grave. Ça veut donc dire qu'on va devoir se passer de ses services. Il avait l'air fort, mais en même temps, au niveau des grimpeurs, on en a déjà. Donc il n'y a pas non plus de catastrophe à ce niveau-là. Puis pour Oliveira, on va voir si en l'augmentant éventuellement, ça pourrait lui convenir. Réponse non. Le rôle bloque. Eh bien tant pis. C'est pas grave. C'est pas grave. De toute façon, là, on va sûrement monter en World Tour. J'ai déjà mes leaders un peu dans pas mal de secteurs. J'ai pas besoin d'aller m'abaisser à mettre un statut de leader à Oliveira. J'ai aucun intérêt à faire ça. Surtout qu'après, derrière, ça voudra dire respecter cette promesse, même si elle est un peu bidon, hein, quelque part. Mais moi, si je le signe comme leader, je veux le respecter après. Or, Oliveira peut pas être un leader avec l'environnement que j'ai déjà chez Movistar. Donc voilà, c'est comme ça. Bye bye Oliveira. Bye bye également à Overejo qu'on n'aura jamais. Et on a a priori 25 coureurs. Moi, ça me suffit. J'ai pas besoin d'en avoir beaucoup de coureurs. J'estime que c'est bien d'en avoir environ 25, parfois 26. Je cherche pas à aller forcément à 29, 30, même si on a le droit, hein. Mais je vois pas forcément l'intérêt. Je préfère réduire un petit peu le calendrier au moment de la planification après et, euh, et surtout pouvoir après faire courir tout le monde suffisamment sans me prendre la tête au moment de la répartition des courses. Je vous avais parlé d'Almeida qui avait progressé. No One également, c'était passé un peu rapidement, c'est pour ça que je l'ai remontré ici. Donc ça se précise, on a de bons coureurs et honnêtement, je pense rien qu'avec ce recrutement-là, ça suffit pour venir se faire une petite saison 3 là dans la partie très agréable. Donc voilà, le but c'est aussi qu'il y ait encore du défi. Je vous ai fait apparaître un peu qui re-signait, qui changeait d'équipe. Par exemple, Caleb Ewan chez Bora, Sagan chez Deceuninck Quickstep. Il y a comme ça voilà, des petites choses rigolotes. On a aussi Asgren chez Bora Hansgrohe, Philipsen chez Lotto Soudal, Gaviria chez Astana. Bon, ça va, il n'y a rien de trop scandaleux. Stuyven chez IF1. Après, il y a pas mal de prolongations aussi, hein, pour certains. Donc, je trouve pas que ce soit délirant ce qui se passe au niveau du marché là. Du coup, c'est cool. Ça incite à l'optimisme pour la partie, quoi, pour sa durabilité, puisque si la partie est corrompue par des transferts un peu bidons en cascade, ça vient gâcher les choses. Là, ça va. Je trouve pas qu'il y ait besoin d'intervenir. Donc, on va attaquer la Vuelta avec, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vers le début de la vidéo, la Vuelta va être attaquée avec des barres de pic de forme qui sont absolument pas abouties, ce qui veut dire que on va avoir intérêt plutôt à faire profil bas au départ. En fait, le seul qui est sous pic, c'est Carlos Verona. C'est normal, lui, il a eu une énorme blessure, il a pris du retard dans ses préparations.
c'était un peu catastrophique. Et sinon, ben Valverde aussi, ça va venir dans pas longtemps. Et puis sinon, les autres, va falloir attendre un petit peu plus. Ce sera plutôt pour la deuxième partie de Vuelta, hein, pour certains. Voilà, j'ai aussi mis des objectifs en Lombardie, au championnat du monde pour certains. Je ne me suis pas focalisé non plus uniquement sur cette Vuelta. Je voulais pas me prendre la tête. Donc, c'est un contre-la-montre qui nous attend par équipe. Et vous passez en revue là les principaux favoris. Il y aurait Carapace, David Gaudu, Pogacar aussi. Voilà un peu ce que je vois comme principaux favoris. Parce que Gaudu peut être pas mal. Hein. Gaudu à 82 en montagne, ça peut être très très dur à prendre. Pogacar, c'est vraiment fort. Mais après, je sais pas si la note en montagne va pas être rédhibitoire. Il n'y a que 79, le pauvre. Et puis, Carapace, parce que quelque part, c'est toujours intéressant, Ineos, ils savent toujours quand même bien entourer leur leader sur les grands tours sur ce jeu. Donc Prieto, Mas, Almeida en forme positive, Verona, Valverde, Betancourt à 0 et Solerita à -1. Ça nous promet pas un CLM par équipe du feu de Dieu, tout ça. Hein. Ça va être un peu délicat. Donc je répartis un peu, bon, 99 hein, pour l'effort pour tout le monde, hein, comme d'hab. Et après, évidemment, on répartit la longueur de relais en fonction de la note des uns et des autres dans la rubrique prologue, hein, précisément. Donc voilà, le projet est simple à chaque fois. Et c'est comme ça donc qu'on va se retrouver. Voilà, bientôt à l'intermédiaire 1. On va voir ça. À l'intermédiaire 1, on est bien. On est pas mal. Donc déjà, c'est encourageant. Après, toutes les équipes ne sont pas forcément passées. Donc on va pas non plus crier victoire trop tôt. On s'aperçoit que Ineos a bien terminé. Astana également. Lotto Soudal semble terminer assez bien. Groupama FDJ de David Gaudu est 4e pour le moment au classement final de cette étape. Et hop là, on va venir s'intercaler juste derrière Astana à une dizaine de secondes du team Ineos. C'est très correct de rester comme ça top 5 pour nous, même top 3 au final. Et donc rester très très bien positionné pour la lutte pour le général. Alors si on n'a aucun coureur qui apparaît pour le moment au classement général dans les 16 premiers, il y a zéro inquiétude à avoir. On sait que probablement ça viendra, mais il faut attendre quelques étapes sélectives parce que sur le tout début de Vuelta, c'est sûr que moi j'ai pas emmené de sprinter. Hein. J'avais prévu à l'avance, normalement Bissegger aurait dû être de la partie, mais en fait Bissegger s'est très gravement blessé. Je trouve d'ailleurs que j'ai quand même assez souvent des blessures. Quand je vous montrerai mon épisode de Lotto Soudal, vous verrez que ce début de saison aussi avec Lotto Soudal, que je vous présenterai à cette occasion-là, sera aussi marqué par quelques blessures assez notoires. Donc là, c'est un peu pareil pendant l'année. On a eu quelques moments un peu délicats. Alors évidemment, les plus forts ne se sont pas trop blessés. Hein, ces victoires de Van Der Poel, hein, bien évidemment. Hein, c'est très très fort, Van Der Poel. Il est bien présent et donc il va faire très très mal, je pense. Les plus forts sont Van Der Poel, Viviani, Bettiol sur cette étape-là. Je pense qu'on a peut-être quelque chose à jouer par contre sur l'étape 3 là, qui démarre. Dès qu'il y aura du plat, donc oui, je parlais des blessures. J'aurais eu quand même une énorme blessure très longue pour Carlos Verona. Et mine de rien, Bissegger aura eu toute sa deuxième partie de saison bousillée par une vilaine blessure. Donc, c'est pas dramatique, mais c'est ça qui aura empêché un petit peu qu'on ait le Bissegger sur la Volta. Moi, je voulais pas aligner au dernier moment Garcia Cortina. Je préférais rester sur la très bonne impression du Tour de France, lui faire un peu vivre sa vie sur les classiques et sur le Tour du Benelux. Et comme ça fait deux fronts un peu intéressants. Alors que si j'avais trop concentré mes forces, ça aurait pas été aussi marrant, je pense. Voilà.
Et déjà que notre équipe est forte, hein, parce que c'est aussi le commentaire qu'on peut faire là sur cette Vuelta, c'est que j'aligne une équipe qui est assez forte. En fait, j'ai l'impression que mon équipe ici est plus forte que sur le Giro. Elle est également plus forte que sur le Tour de France, euh, parce que j'ai tous mes grimpeurs notamment. Et ça, c'est sûr que le fait d'avoir tous les grimpeurs, c'est assez important. Ici, c'est Lutsenko qui va s'imposer. Ouais, très nette victoire autoritaire pour l'ami Lutsenko. Et nous, on n'aura pas vraiment existé. On a Valverde qui va comme ça se positionner en sortie de top 5, mais c'était pas vraiment le bon jour pour nous. Il y en aura peut-être un meilleur juste après. Mais donc, maillot conservé pour quelqu'un de chez Ineos, c'est Owen Dole. Mais bon, rien de significatif là encore. Étape 4, on sent bien venir sur l'étape 4 que ça devrait arriver au sprint. Après, ça n'empêche pas d'être opportuniste s'il y a quelque chose qui se présente. On verra bien. Après, toujours pareil, quel va être l'impact de la dernière jolie difficulté qu'on aperçoit dans le final. Je crois que c'est un GPM de catégorie 2 là, qui vient sanctionner cette dernière difficulté, puis un replat, puis une descente, et un petit peu de plat avant l'arrivée. Donc un puncher peut éventuellement aller prendre ça. Moi, je vais décider d'envoyer Verona à l'aller. Je vais aussi à l'avant. Je vais aussi essayer de durcir un petit peu la course à un moment donné, avant qu'ensuite l'IA se charge du boulot. Donc pourquoi pas. Si l'IA s'en charge, on va pas s'épuiser pour rien. Parce que quand l'IA commence à rouler, honnêtement, ça sert à rien de rouler pour essayer d'aller plus fort, sauf quelques cas particuliers, mais moi je vois pas le besoin ici. Par contre, voilà, dans la difficulté, on va s'employer et on va ainsi se relayer. Après Verona, c'est Betancourt qui va faire un très gros boulot. Ensuite, ce sera l'heure d'Alejandro Valverde, voilà, avec Mas bien calé dans la roue. Vous allez me dire où sont les autres? Non, c'est que j'ai voulu en fait tenter quelque chose avec Enric Mas pour obliger derrière à réagir, parce que je sais très bien que si j'attaque avec Mas, les autres vont réagir, ils ne vont certainement pas se laisser aller. Et par contre, voilà, on fait gaffe avec Soler, Prieto, notamment Higuita également, protégé par Almeida, de rester pas trop loin pour éventuellement bénéficier en contre-attaque si ça se présente de cette différence qui a été faite, hein, puisqu'il y a quand même un trou avec certains poursuivants. Voilà, donc une première petite différence sur cette Vuelta à l'étape 4, grâce à cette difficulté dans le final. Je vais rouler du coup, on va rouler. On va se relayer sans non plus rouler à bloc, mais on va rouler quand même, histoire de maintenir peut-être une petite différence, provoquer un changement de maillot rouge, peut-être, qui sait. Qui sait, et donc, tant que ça roule, on s'en réjouit, 5 km avant l'arrivée, et regardez ce qui va se passer, il y a un moment donné où, évidemment, l'équipier Baran McLaren se relève. Je vais tenter une contre-attaque à ce moment-là avec Valverde, en me disant que Valverde ne sera pas surveillé outre mesure, parce qu'il n'est pas dangereux sur le long terme pour le général de cette Vuelta, et Valverde ne sera jamais repris, puisqu'il va creuser, et au moment où ça réagit derrière, c'est bien trop tard. Donc assez satisfait d'offrir une victoire d'étape à Valverde, qui là a 40... je crois qu'il a 41 là, à ce moment-là de la partie. Et c'est difficile, parce qu'il a subi des baisses de notes. Je crois que là maintenant, on en est à 4 chutes de notes depuis le début de cette carrière. En un an, 3 quarts, il a eu 4 baisses de notes. Du coup, ça me motive à essayer de gagner avec lui. Parce que je trouve ça amusant de tenter le coup. Et d'ailleurs, honneur à Valverde qui va se retrouver avec le maillot rouge en ce début d'étape suivante. Donc voilà, après, il y a toujours sur la Vuelta ces étapes qui n'ont pas énormément de difficultés, mais qui terminent en bosse. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut gérer. Moi, je sais que par exemple, je ne le joue pas très bien. En général, ce sont des situations que je joue assez mal. Donc à voir un peu si
s'il peut y avoir une amélioration ou pas. Et donc, voilà, allons-y. GPM final, voilà, nous on reste en contact. Vous avez bien compris que Prieto, Almeida, suite à quelques formes négatives, voire très négatives, ils ne joueront pas de rôle en général. C'est comme Verona, c'est comme Betancourt, c'est comme à mon avis Valverde aussi, on va pas se mentir. Donc il y a 5 équipiers et 3 leaders potentiels. Après on verra s'il y a besoin de sacrifier Solaire par rapport à Hamas, que sais-je. Toujours est-il que dans le final ici de cette étape, on va se retrouver avec du très très bon Alejandro qui va s'imposer, voilà, au nez et à la barbe de Van Der Poel. Donc Lian n'a peut-être pas forcément très très bien joué le coup, mais d'un autre côté, moi je me fais souvent taper sur ces étapes-là, donc je ne vais pas faire la fine bouche. On la prend deuxième d'affilée avec Valverde, c'est assez marrant. Et par contre, ah voilà, tiens, une étape 6 qui annoncerait a priori plutôt la perte du maillot pour Valverde. Donc il l'aura eu 2 jours. Et puis là, par contre, ça va être un peu difficile de s'accrocher parce que si je veux protéger mes leaders, les 3 que je vous ai cités, en tout cas, je ne les ai pas cités, mais on a compris, Mas, Solaire, Higuita. Si je veux les protéger, il va falloir sacrifier les équipiers. Qui dit sacrifier les équipiers dit nécessairement à un moment donné sacrifier Alejandro qui, si on était sur du Valverde de début de partie, j'aurais pu m'amuser à essayer de jouer le coup. Mais là, à 72 montagnes et 74 vallons, si vous voulez, plus des notes physiques en déliquescence, il est hors de question de tenter quoi que ce soit durablement. Il vaut mieux essayer de positionner Higuita, positionner Mas, positionner Solaire. Après, il y a un truc, c'est peut-être que vous y pensez déjà et vous demandez à quel moment je vais en parler. J'ai rien dit encore, je sais pas si je vais jouer le coup pour Higuita ou pas. C'est vrai que ce serait fun d'essayer de taper les 3 grands tours la même année. Vous voyez, Almeida est dans un mauvais jour. Ce serait assez marrant de gagner les 3 grands tours avec le même coureur la même année, mais j'en fais pas une fixation. Si je vois que Mas paraît le mériter un peu plus, ou Solaire paraît le mériter davantage, ce sera pour l'un des 2 autres. Donc à voir. Par contre, si l'enchaînement des planètes se fait comme sur le Giro, comme sur le Tour de France, on jouera pour Higuita. Donc j'ai pas du tout décidé à ce stade-là qui est-ce que je vais privilégier. Non, ce qui est intéressant, c'est de voir que à l'avant, il y a des coureurs qui sont partis. Voilà, on va refaire notre retard assez tranquillement, sans s'affoler. Froome est encore là, Lutsenko est bien présent, et Pogacar est peut-être parti d'un petit peu trop loin. Vous voyez, c'est amusant. Il y a toujours des choses comme ça, comme Pogacar qui part parfois de loin. Il y en a un par contre qui a été super intelligent dans sa gestion de fin de course, c'est David Gaudu, qui sort pile au bon moment pour non seulement prendre l'étape, mais en plus infliger un petit retard. Voilà, 9 secondes, c'est toujours ça. Et donc, notre ami David Gaudu prend le maillot, voilà, après l'étape 6. Donc c'est assez intéressant, cette prise de pouvoir de Gaudu. Après, attention, est-ce qu'il a l'équipe pour assumer? J'en suis pas persuadé. Est-ce que Gaudu peut résister à nos offensives si on commence à s'y mettre à 3? Bon, ça, ce sera l'objet de l'épisode 17. Que j'ai pas encore joué, je parle dans le vide. Je n'ai absolument rien en tête. Je spoil rien puisque j'ai pas joué. Donc à partir de là, c'est assez clair. Et donc ouais, il faudra essayer de le déstabiliser, je pense. Il faudra essayer aussi de voir dans quelle forme se trouve Carapace pour voir si il faut faire aussi un travail particulier pour essayer de déstabiliser les Ineos. À voir. À voir. En tout cas, ici, c'est Mickelton Scott qui roule pas mal. Ça suppose peut-être qu'Adam Yates est en bonne forme. Toujours est-il que il y a des petites accélérations par moment là. Il faut faire attention sur ces relances parce qu'il y aurait moyen de se prendre des petites cassures.
Ça va pas être le cas là, évidemment. Arrivé, je dirais, propice sur cette étape 7 à quelqu'un comme Mathieu Van Der Poel, par exemple. Le pourcentage ne m'a pas l'air vraiment important pour oser affirmer que le train de la Movistar pourra mettre sur orbite Higuita ou Valverde. Je dis ça par exemple parce que ce sont les deux, avec Betancourt aussi, qui peuvent être les candidats. Donc on va quand même se battre, hein, évidemment. On va pas se laisser abattre, mais je vois pas trop comment on pourrait s'imposer. Regardez, voilà. Je suis parti d'un petit peu trop loin. Et en effet, Van Der Poel est bel et bien devant. Yates vient compléter avec Christopher Froome le podium. Donc c'est Adam Yates. Et au général, il y aura du coup pas de changement particulier, si ce n'est quand même la prise du maillot par Froome, mais c'est pour quelques secondes que tout ça se joue. Donc on a peut-être du bon Christopher Froome sur cette Vuelta, ce serait intéressant, ce serait marrant que pour une fois, dans mes carrières là sur PCM20, Froome il n'a pas été à la fête. Hein. Donc ce serait marrant de voir que ce soit lui qui soit leader par exemple et pas Carapace, enfin bon, ça je peux pas vous le dire, parce que j'ai pas encore assez avancé. Et ben voilà, sinon, dernière étape que je vous propose là dans cet épisode pour cette Vuelta, qu'on essaiera du coup de terminer à l'épisode suivant. Ce serait rigolo de la faire en seulement 2 épisodes. J'aime bien que les grands tours s'éparpillent pas trop, parce que sinon, pour les gens qui regardent, c'est peut-être un peu moins marrant que si c'est concentré. Voilà, donc Higuita protégé, Solaire protégé, Mas protégé, et puis on va admirer un petit peu comment est-ce que les cadors du sprint se battent entre eux. Il y a déjà eu 2 victoires d'étape pour Van Der Poel. Hein. Est-ce qu'il va y en avoir une 3e sur cette étape-là? Suspense. Suspense. Flamme rouge. Et qui est-ce qui va s'imposer? Regardez, ça va arriver de loin. C'est Dylan Groenewegen qui va s'imposer devant Van Der Poel. Oui, il est là, Groenewegen. On ne l'avait pas beaucoup vu jusque-là. Mais il vient en toute logique prendre une belle étape devant Van Der Poel et Peter Sagan. Voilà, le général est donc très peu décanté, puisqu'il y a encore beaucoup d'hommes en moins d'1 minute. Donc tout ça méritera d'être regardé de près par la suite. Et puis, je vais vous dire au revoir avec la Cyclassics de Hambourg, sur laquelle on a forcément une petite idée derrière la tête avec Garcia Cortina. Donc à voir un petit peu comment déjà de quelle forme est-ce qu'on va hériter, hein, parce que on est sur du 0 prévisionnel. 0 peut suffire à gagner la Cyclassics, malgré l'opposition, je dirais. Maintenant, ouais, à -2 déjà, c'est un peu moins facile. Il va falloir se mettre en bonne posture. Alors vous savez très bien, hein, malheureusement, la faille existe. Il est très difficile de ne pas en profiter. Ou alors il faut vraiment délibérément ne pas accélérer. Mais il y a cette fameuse cuvette qui permet de se détacher à un moment donné. Donc surtout sur le dernier passage. Là, je suis sur l'avant-dernier ici. Hein. C'est l'image de l'avant-dernier. Et puis après, voilà. On va passer une dernière fois. Je vais jouer de l'effort curseur. Mais vous allez voir que finalement tout va bien se passer. Parce que les tout meilleurs, ou en tout cas un grand nombre parmi les tout meilleurs, vont être également présents comme ça à l'avant dans ce groupe qui va se détacher du peloton, et ça va terminer comme ça à une 40aine, 50aine, voilà, de coureurs. Et donc on va rouler. Beaucoup d'équipes sont représentées, donc on comprend bien que ça rentre pas de l'arrière. Hein. C'est normal, il y a quelques attaques d'un petit peu plus loin. J'ai plusieurs hommes à surveiller, honnêtement, c'est pas évident. Notamment Wout van Aert qui est là, il y a Caleb Ewan qui est présent. Le finish est délicat parce que j'ai consommé pas mal d'équipiers jusque-là. On va donc tenter le coup avec Garcia Cortina, mais honnêtement, ça va être tendu. Pourquoi? Regardez, parce qu'il y a un homme qui est super malin. Ici, là, pam, qui est-ce qui prend la roue de Garcia Cortina? C'est Caleb Ewan qui, voilà, ça a été
Très 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 bien joué par l'IA. Je vous dis, moi, manque un peu d'équipier sur le final. Pas de super forme du jour. On a Calibi One qui joue le coup parfaitement et qui s'impose devant Cortina, pour lequel la deuxième place non plus n'est pas... je me roule pas par terre. Hein. Ça m'a pas empêché de dormir. Donc voilà. Rendez-vous épisode 17 pour la suite de toutes ces aventures-là. On terminera la Vuelta, il y a aussi pas mal de choses amusantes. Je vous dis à très bientôt, souhaite un bon week-end à tous. Bye bye.